Un rapport des Nations Unies sur l'industrie mondiale du cacao de 2008 a montré que seulement 10 entreprises contrôlent les 2/3 de l'industrie de la transformation des fèves de chocolat. Cargill, ADM et Chalobot sont les plus gros du secteur. Nous allons illustrer cette controverse par une problématique. Comment interagissent entre eux les acteurs du marché du cacao avec le géant Cargill en Côte d'Ivoire et au Ghana? Tout d'abord, comment s'organise la filière du cacao? Revenons tout d'abord sur un petit aspect historique. Même si les origines du cacao restent géographiquement floues, les chercheurs estiment qu'il s'est développé dans une zone d'Amérique centrale et que les Incas l'utilisaient dans leur mode de vie. En effet, ils s'en servaient principalement de deux façons. Tout d'abord, comme d'une boisson, et d'autre part, comme d'une monnaie d'échange. En 1502, Christophe Colomb découvre le cacao sur l'île de Guajana. Si bien que quelques décennies plus tard, des cargaisons entières afflueront vers l'Europe. Ce produit de luxe sera consommé en boisson avec du sucre ou du miel. Les empires coloniaux cherchent à s'approprier cette opportunité commerciale. Pour cela, ils la développent dans les Antilles, à Madagascar et à Ceylan, et dans beaucoup d'autres colonies de l'époque. Si bien que le cacao est fabriqué loin de sa zone de consommation. Les principaux pays directeurs se trouvent entre le tropique du Cancer et du Capricorne. On l'appelle la ceinture du cacao, car c'est seulement avec ce type de climat que l'on peut trouver les conditions favorables à la culture de cacaoyer. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement le premier et le second producteur mondial de cacao. À eux seuls, ils représentent 60% de la production mondiale et de façon surprenante, le troisième producteur est l'Indonésie. Et si nous regardons les principaux consommateurs en fonction de la consommation moyenne par personne, pour les mêmes dates, on voit que ce sont des pays principalement du Nord. Il y a donc une fracture Nord-Sud. Mais il faut s'arrêter sur les pays où la consommation est la moins importante, en valeur. Spécifiquement, les pays émergents où leur consommation ne fait qu'augmenter avec des chiffres spectaculaires, tels que 75% en Chine ou 80% en Inde, contre seulement 9% aux États-Unis. Cela s'explique par la hausse des revenus, le développement des classes moyennes et la standardisation des goûts. Cette forte croissance devrait profiter à tous les acteurs de ce secteur. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est là toute notre controverse. En effet, la mondialisation a aidé le développement du chocolat à travers le monde. Cependant, ce produit de luxe reste consommé par des pays nordiques, tels que l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore la France. Ces pays du Nord, avec ses consommateurs et son marché, qui font abstraction de ce que nous pourrions appeler la face cachée du cacao. Au début du processus de production du cacao se trouvent les agriculteurs, composés d'une atomicité de petits exploitants répartis sur tout l'arrière-pays, notamment dans des zones très reculées. Puis, les intermédiaires et des exportateurs leur achètent leurs fèves pour les revendre aux grandes entreprises de transformation du cacao, par exemple Cargill, qui se chargent de transformer les fèves en poudre, liqueur ou beurre de cacao. Enfin, elles sont envoyées aux grandes entreprises qui produisent le chocolat sous forme de tablettes, de barres ou de bonbons que l'on trouve dans le commerce, avec les géants de l'industrie comme Mars, Ferrero ou Nestlé. Dans le secteur du cacao, il y a beaucoup de producteurs, mais peu de multinationales. Ainsi, il se forme une position de force pour imposer les prix. On estime que sur le prix d'une plaquette de chocolat, en commerce international, il s'élève en moyenne à 50 centimes par jour, contre 84 centimes par jour au Ghana, soit en dessous des 2 $ par jour du seuil de pauvreté. Les conditions de travail dans les plantations sont aussi pointées du doigt par les ONG, entre le travail forcé, l'esclavage et le travail d'enfants. On constate aussi que l'évolution générale du prix du cacao est très instable. Elle est sensible aux variations climatiques qui affectent les récoltes, les crises sanitaires comme Ebola ou encore les crises politiques dans les pays producteurs. Mais ces hausses ne se répercutent que très faiblement sur le revenu des producteurs tant celui-ci est peu élevé. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des agricultures moins contraignantes et plus rentables, comme le palmier à huile ou l'EVA. Voici les zones montrées par la CIAT, Centre Inter-Agriculture Tropicale, qui sont adaptées à la culture du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. En comparaison avec la même carte sur les prévisions en 2030, selon les changements climatiques, on voit que les zones cultivées se réduisent, car le changement climatique pourrait modifier la pluviométrie ou la température dans ces zones, rendant la culture du cacao plus difficile. Tous ces effets pourraient provoquer une diminution de la production du cacao dans les années à venir.
alors qu'en face, la consommation mondiale ne cesse d'augmenter. Si rien ne change, il pourrait y avoir une pénurie de chocolat. Des solutions existent, comme de nouvelles variétés, par exemple la CCN51, plus résistante et productive, trouvée en Équateur par croisement de plusieurs variétés. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant pour sauver l'avenir du cacao. Il doit y avoir une prise de conscience par les grandes entreprises sur le travail des agriculteurs. Des initiatives ont déjà été lancées, notamment une formation de cacaoculteurs, l'accès aux fertilisants et la lutte contre le travail des enfants. Mais ce projet ne porte pas sur la répartition de la rente du chocolat, autrement dit, le revenu des producteurs qui est l'une des clés du problème. Une autre solution peut se trouver du côté des consommateurs. Plusieurs ONG attribuent des labels selon des conditions environnementales et sociales qu'elles jugent correctes selon des critères. Maintenant, nous allons voir quelle est l'évolution de l'emprise de Cargill sur la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tout d'abord, nous allons faire un petit focus historique. Cargill est active en Côte d'Ivoire depuis 1997 et au Ghana depuis plus de 45 ans. La firme multinationale a de nombreuses implantations dans ces pays. En 2014, Cargill compte plus de 143 000 employés répartis dans 67 pays. Près de la moitié des 140 millions de tonnes transportées par l'entreprise le sont par ses 300 navires. Cargill est l'un des leaders mondiaux de l'industrie du cacao et du chocolat. 15% de sa récolte mondiale de cacao sont échangés chaque année sur ses sites dans les pays producteurs, en Europe et aux États-Unis. Les ventes de chocolat industriel permettent à Cargill de se classer en deuxième position sur le marché européen. Au centre de la controverse, sur la place de Cargill dans l'industrie du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire, se trouve l'écosystème de la production de cacao dans ces pays. En effet, Cargill travaille beaucoup avec des petits producteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana, les aidant au développement de la production. Cependant, Cargill n'est pas la seule entreprise présente sur ce marché. Barry Callebaut et OCP Africa sont les principaux concurrents sur ces territoires et dans ce secteur. C'est une concurrence de taille, notamment parce que OCP Africa se positionne aussi sur l'aide aux producteurs et aux coopératives pour développer leur agriculture, notamment de manière durable. L'autre acteur privé présent est la Maison du Chocolat. La Maison du Chocolat, Guérin, soutient aussi les producteurs dans l'obtention de labels bio, mais son rapport avec Cargill, OCP et Barry Callebaut est différent, car la maison n'est pas un concurrent direct, il est plus un client de ces derniers. Cargill apparaît comme étant une entreprise avec des intérêts importants dans cette région et qui agit pour soutenir ses collaborateurs, dont les producteurs au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et des organisations non gouvernementales dénoncent certaines pratiques pour des raisons environnementales mais aussi humaines. Par exemple, Planet, Mighty Earth et la Fondation Argus ont ainsi ensemble rédigé un rapport dénonçant les conséquences économiques et humaines pour les populations locales, parmi lesquelles les petits producteurs de cacao. En effet, selon eux, les conditions de travail et le salaire des petits producteurs sont des aspects de la production sur lesquels Cargill ne fait pas d'efforts, comme l'entreprise le présente. De plus, le rapport indique que la libéralisation du marché du cacao a causé des problèmes environnementaux qui entraînent une baisse de la qualité du cacao. Mais elle dénonce aussi le rôle de Cargill et de ses concurrents dans la déforestation des régions ayant un climat favorable à la production de cacao, même si celles-ci sont dans les parcs nationaux. Cargill est aussi critiqué par Loge Bruno, le co-directeur du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, car il considère que Cargill ne laisse aucune place à la concurrence, notamment en investissant massivement dans de nouvelles parcelles et profite de sa place sur le marché. D'un point de vue géographique, Cargill s'étend sur le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'entreprise traite directement avec la multitude de producteurs locaux. Ces petits producteurs emploient une multitude de migrants venant du Burkina Faso, qui sont employés en Côte d'Ivoire et au Ghana via des réseaux de trafiquants et de passeurs illégaux. Les pouvoirs de ces deux pays ont extrêmement de mal à contrôler ces flux de population. L'industrie du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire est aussi encadrée par l'État. En effet, les deux États se sont dotés d'agences pour gérer et encadrer la production du cacao dans le pays. Le Ghana a créé et contrôle le Ghana Cacao Board et la Côte d'Ivoire, l'Agence nationale d'appui sur le développement durable en Côte d'Ivoire, ANADER. Les deux États profitent de leur position de leaders mondiaux dans la production de cacao pour fixer des prix minimums
pour le cacao en fonction de sa qualité afin d'assurer un revenu minimum aux producteurs. Cargill coopère avec Anader pour assurer cela. Cependant, le plus gros défi que doivent relever tous les acteurs cités précédemment dans l'écosystème du cacao, au Ghana et en Côte d'Ivoire, est la question du travail et des plantations illégales. Les États ne parviennent pas à contrôler totalement leur territoire et leurs frontières. Ainsi, la situation économique de la région encourage certaines populations pauvres à migrer illégalement vers le Ghana et la Côte d'Ivoire, afin d'y trouver un travail dans la production de cacao dans l'une des nombreuses productions illégales du pays qui se trouvent notamment dans les parcs nationaux. De plus, nombre de ces travailleurs illégaux sont mineurs. Le défi à relever pour les États relève donc autant de la migration illégale que de la traite d'êtres humains et de l'esclavage. Maintenant, concentrons notre controverse autour de la vision des médias. La place des médias locaux dans cette controverse est importante, car elle représente en partie l'opinion des populations locales et pour la plupart, ils soutiennent les initiatives de Cargill pour le développement durable. En effet, Como d'Africa traite des efforts de Cargill pour la traçabilité du cacao qui a pour but, à terme, d'empêcher le commerce de cacao produit dans des cadres illégaux, plantations illégales, non-respect des lois et des droits de l'homme dans les plantations. RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, soutient aussi les démarches de Cargill, tout comme Africa News, qui apprécie les efforts effectués par Cargill vis-à-vis de la transparence de leurs actions. Ces médias locaux ne critiquent pas les pratiques de Cargill dénoncées par les organisations non gouvernementales. Par exemple, ils croient réellement que cette entreprise a une volonté de changer la production et le marché du cacao pour en faire un marché plus éthique, bénéfique pour les populations et pour l'environnement. Ainsi, la position de cette firme internationale est controversée. Cependant, au niveau des pays dans lesquels Cargill est présente, ces actions sont plus félicitées que critiquées. Notamment, ces initiatives récentes pour adresser les défis du marché et du cadre de travail national et sectoriel, les gouvernements, certains représentants et les populations semblent accueillir ces efforts. Ainsi, nous pouvons conclure notre controverse. Cargill possède un rôle majeur dans cette région. L'entreprise exerce une pression sur ces territoires. En effet, que ce soit d'un point de vue politique, économique ou même écologique, Cargill modifie les relations géostratégiques du territoire. Nous avons vu, grâce à cette controverse, que Cargill est un acteur majeur dans l'explication de certains phénomènes, comme l'émigration ou les plantations illégales. Ainsi, l'entreprise a une influence sur l'ensemble du territoire. Celle-ci a aussi une influence sur l'économie des pays. En effet, elle a su imposer ses prix et s'est rendue indispensable à l'économie du Ghana et de la Côte d'Ivoire. L'entreprise a aussi une influence écologique non négligeable sur les territoires, et donc sur les individus qui y travaillent et qui y vivent. Cependant, notre vision occidentalo-centrée nous laisse à penser la controverse d'un point de vue négatif. À l'inverse, le point de vue des populations qui y vivent est bien plus nuancé.